Messieurs, dames, House of the Dragon, épisode 3. Avant d'arriver sur les choses un petit peu plus sérieuses concernant cet épisode, je dois bien reconnaître une chose, c'est une série qui a une science assez incroyable pour magnifier, sublimer et filmer les séquences aériennes avec des dragons ou les dragons en règle générale. D'un point de vue forme, parce que regarder une série, c'est évidemment parler du fond, décrypter le fond, l'analyse, etc. et tout ce qui s'ensuit, puisque surtout sur une série comme House of the Dragon, inspirée des bouquins et puis hyper importante dans le lore de Game of Thrones, aussi télévisée, effectivement, on est là pour faire des théories, des analyses, machin, ça c'est hyper pertinent, mais je trouve de plus en plus que la forme est soignée. On y reviendra et on va même y revenir avec une séquence phare parce que je trouve que ces séquences-là étaient particulièrement puissantes à Renault avec Daemon. Il y a une science de la mise en scène du visuel dans House of the Dragon qui est assez énorme. Installez-vous confortablement, messieurs, dames. On va parler aujourd'hui de l'épisode 3, grand débriefing. Euh... Alors, que j'ai tendance à appeler entre guillemets épisode de transition, puisque vous savez que dans l'univers des séries télé, on en a toujours un petit peu, hein, ces fameux épisodes de transition, même si la série House of the Dragon est beaucoup trop qualitative, je pense, pour être appelé vraiment un épisode de transition, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est vrai que c'est un épisode, beaucoup plus que les deux autres, où dans les deux premiers, on avait certains moments cultes, certains moments forts, qui non seulement faisaient avancer l'intrigue, mais qui prenaient aussi en haleine le spectateur et qui avaient des segments très marquants. Cet épisode-là est beaucoup plus calme, cet épisode-là est beaucoup plus tactique, beaucoup plus politique, beaucoup plus centré sur les personnages, sur leurs questionnements et sur leurs réflexions sur la guerre qui est imminente maintenant et qui est vraiment aux portes de Père Dragon et Port-Réal et tout Westeros hein, finalement. On le voit notamment avec le face-à-face final avec Rhaenyra et Alicent, où c'est trop tard, Alicent le dit, c'est trop tard, la guerre visiblement est totale. Comment va mon Joe Sins? Lui aussi, il est total, mais c'est niveau sensualité, hein, que le sauce Biggie Joe Sins c'est vraiment total et grandiose. C'est un épisode donc que j'ai bien apprécié, moins marquant que les deux précédents, je trouve, mais quand même qui reste d'un vrai bon niveau. Et je vais commencer par là, parce qu'effectivement, bah, ça fait partie des séquences qui m'ont marqué dans cet épisode. Assez étonnamment d'ailleurs, parce que je ne sais pas si Game of Thrones ou House of the Dragon l'avait déjà fait, c'est tous les segments concernant Daemon. Alors Daemon qui continue justement d'aller prêcher la parole de Rhaenyra et qui vient s'emparer de Harrenhal, ce qui est la suite logique, le plus grand château de ce qu'il dit effectivement du royaume, pour pouvoir, je crois, établir un avant-poste pour les soldats. La séquence où Daemon arrive à Harrenhal sous la pluie avec l'orage, la vue à la première personne sur le dragon et même les vues du dragon en règle générale. Et cette espèce, ouais, il y en a beaucoup qui citent un petit peu Dark Souls ou Elden Ring, etc. C'est un peu le même délire. Tous ces segments où on va suivre Matt Smith dans un château abandonné avec le vent, le travail du son, le vent, l'angoisse, les personnages qui se retournent, etc. Alors c'est vrai que il y a un côté extrêmement mystique et très bien filmé là-dedans, presque semi-horrifique ou en tout cas assez sombre qui s'est dégagé de cette séquence-là, qui moi en termes de forme m'a beaucoup plu et que je trouve vraiment pertinente parce que là on voit encore une fois que la forme dans House of the Dragon est toujours extrêmement soignée au niveau de l'ambiance. Comme dit Bob, hein, c'est vrai que c'est très gothique, il pleut, l'orage, l'atmosphère est extrêmement euh, palpable. Tu sens vraiment que c'est semi-horrifique.
Ça prend du temps en plus, hein. C'est une séquence qui prend vraiment du temps. Il aurait pu tout simplement arriver dans la grande salle. Il y a une volonté. Il y a une volonté aussi de faire d'Aren Hall un personnage. On va chercher Aren Hall. Daemon sait que c'est une place forte. Quoi de mieux pour une place forte connue et reconnue de Game of Thrones, bah de lui donner une entité, finalement, une personnalité. Et là, Aren Hall a une personnalité de cette espèce de château maudit, château presque horrifique qu'on pourrait imaginer tout droit sorti des enfers. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Comme le Fred, hein. Comme Federico, basketteur 17, qui est là, évidemment, au moment où arrive Joe Six. Ça m'étonne pas. Ça, c'est l'impact de Saujon, hein. Mais, euh, mais ouais, non, genre tu m'aurais dit que ça venait de The Witcher, je t'aurais cru. Oui, mais parce que si on se souvient bien, alors pour ceux qui ont joué le jeu, c'est d'autant plus flagrant. On a cité Dark Souls ou Elden Ring, je pense qu'il y a une inspiration. Mais même The Witcher, le premier épisode, je crois, de la saison 2, quand il découvre justement une créature qui finalement a les traits d'un des comédiens qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait Tormund, je crois. Pareil, c'est la même chose. C'est visuel très bleuté, très froid, très austère, gothique, etc. C'est une personnification d'un endroit qui aura une importance. Donc moi, j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai bien aimé ce côté... on prend notre temps, on donne une entité, on donne un visuel, on donne quelque chose à cet environnement. Et puis, bah, c'est aussi quelque chose de fort pour le récit, puisque je l'avais noté. Je l'avais noté, où est-ce que c'est voilà, c'est le plus grand château du royaume, même s'il est mal en point. Et c'est bien ce qu'il précise. Et ça aura une importance considérable. On vient juste de commencer là, mon preach, on parlait de la qualité esthétique de la séquence de Daemon quand il arrive à Aren Hall, où il y avait quelque chose de très gothique, très mystique, qui pouvait presque faire penser à du JV hein, par moment. On a cité Dark Souls, The Witcher, Elden Ring, où on sent qu'il y a voilà, cette mouvance gothique, la pluie, la peur, une scène qui est excessivement lente, mais qui personnifie Aren Hall, qui sera une des places fortes, à mon avis, bastion de la team Rhaenyra. Et c'est important à souligner, du même principe où on a une séquence où... Alors, comment s'appelle-t-il? Dwayne Hightower, puisqu'on a... on a l'introduction, je crois, je ne sais pas si on le voyait dans la saison 1, mais j'ai l'impression que c'est l'introduction de Dwayne Hightower, qui est donc le frère d'Alicent, qui d'ailleurs, on y reviendra. Bon, visiblement, on sent qu'avec Cole, à mon avis, ça avait mal commencé, ça se termine un petit peu mieux, mais toujours un grand plaisir de voir quelqu'un redire ses 4 vérités à Kristen Cole. Ça fait toujours du bien. Mais j'ai plus le souvenir. Oui, c'est vrai que si on le voyait vite fait, j'ai plus le souvenir qu'on le voyait en saison 1. Là, ça sent une introduction plus grande pour son personnage. La séquence en dragon où ils sont obligés d'aller se cacher dans la forêt avec cette fois un changement radical visuel du dragon qu'on voit dans les cieux, etc. La beauté des effets spéciaux et puis la qualité en fait de la mise en scène avec des décors là pour le coup forestiers mais assez luxuriants et qui changent de ce qu'on voit d'habitude. C'est simple, pour le coup je me croyais dans le Seigneur des Anneaux. Et là, c'est quand même très qualitatif ce que je dis. La séquence justement de mini-course-poursuite entre le dragon et les équipes de Kristen Cole m'ont fait penser à des esthétiques, des visuels, une manière de filmer et d'avoir une forêt à perte de vue énorme qui dévore un peu les personnages. Ça m'a fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Donc pour le coup, oui, d'un point de vue sur la forme, j'ai trouvé que cet épisode-là était encore très quali. Comment ça va, Valentine? Qu'est-ce que t'as pensé alors, Valentine, de l'épisode? Là, pour l'instant, on était vraiment dans des détails sur la forme, hein. On n'a pas encore commencé le fond de l'épisode. C'était surtout sur des détails visuels ou une qualité de mise en scène. Parce que c'est vrai que globalement, on a tendance à assez peu en parler. Et moi qui viens du milieu du cinéma et de la série, mais pas du milieu de Game of Thrones en règle générale, j'ai moins de capacité à parler de ce qui se passe avec les bouquins ou du lore. Mais j'aime bien mettre en avant aussi, parce qu'on mettrait peut-être un petit peu moins en avant en règle générale, c'est l'ambiance, c'est la réal, c'est le visuel, c'est l'acting, c'est toutes ces choses-là
qui font d'House of the Dragon une série non seulement intelligente, mais qui est aussi, quand même, il faut le rappeler, bah, très forte visuellement et puis extrêmement qualitative, quoi. Donc ça, voilà, c'est des petits détails techniques que j'aime bien. Comme ouais, sur cette séquence-là de la course-poursuite entre Dragon et l'équipe de Cole, le petit reflet qu'il y a au niveau de l'armure qui permet de les distinguer au loin, c'est très subtil, mais je trouve ça intéressant. D'ailleurs, pour entamer un petit peu le fond, attention, messieurs, dames, là, asseyez-vous, s'il vous plaît, parce que cette phrase-là, on ne sait pas si on va être capable de la redire. Criston Cole a fait preuve d'une compétence. Alors là, moi, si on m'avait dit ça la semaine dernière, moi qui pensais que Criston Cole, jusque maintenant, c'était à peu près un sextoy ambulant, on va pas se mentir. Hein. Criston Cole, dans cet épisode, étonnamment, fait preuve d'une certaine lucidité, d'une certaine expérience, et a été capable quand même de bien sauver la mise au frangin Hightower, parce que si lui, il n'est pas là pour dire « Ah, on est à découvert, attention, moi je les connais, j'ai quand même un peu d'expérience », et si on n'était pas parti directement, je pense que les mecs, ils se transformaient en barbecue. Donc, étonnamment, Criston Cole, mais même dans l'épisode où il a beaucoup d'assurance, on le voit quand il commence à planifier un petit peu les préparatifs, on sent qu'Egon, lui, c'est la guerre. La guerre, etc. Hein. C'est très politique. C'est un épisode avec énormément d'enjeux politiques aussi sur l'importance des dragons. Peut-on gagner une guerre avec des dragons? Oui, mais l'importance de l'armée aussi, hein, ça des deux côtés, ils le savent très bien. Là, pour le coup, Criston Cole a plusieurs élans de lucidité, même plusieurs élans tactiques intéressants quand il parle au début avec Alicent. On sent que, en tant que main du roi, il a commencé à prendre un peu de prestance. Alors, c'est la prestance de Criston Cole. Hein. On parle pas non plus de Otto Hightower ou de... voilà, on n'est pas sur Daemon Targaryen. Mais on a quand même un semblant de prestance qui est à mettre sur le devant de la scène. Plutôt pertinent malgré tout. Et c'est vrai que c'est suffisamment rare pour être souligné. Surtout que, pour être tout à fait honnête, je pense que dans le chat, vous serez d'accord avec moi. L'arrivée de Dwayne Hightower qui lui dit coup sur coup ah, c'est vous alors, la main. Fait plaisir de vous voir, hein, sachant que mon père, Otto Hightower, qui était bien meilleur que vous, a été viré comme un malpropre. Hein. C'est cool, c'est bien. Connard. Tu sens vraiment, t'attends juste le fils de pute après. Et en fait, voir que Dwayne Hightower le renvoie vraiment. Allez, rentre, gamin, on a compris, etc., qu'il y avait plus qu'une forme de rancœur. Il y a vraiment une antipathie qui est certaine. On commence comme ça, et pour le spectateur, on peut se dire merci Dwayne Hightower, hein, toi on sent qu'on va bien t'aimer parce que tu te balances les 4 vérités à Criston Cole. Et pour le coup, c'est contrebalancé à la fin, puisqu'on voit que Criston Cole a quand même, et ça on l'avait souvent dit, hein, par rapport à son poste de garde, etc., et militaire, ben c'est quand même un mec qui a du bagou, c'est quand même un mec qui a un certain background, de l'expérience, c'est quand même du pédigré. Là, il l'a montré. Alors, qu'on aime ou pas le personnage, il l'a montré. Et merci encore Mariana pour les 100 bits. Grosse rumeur Marvel, si c'est vrai, je suis heureux. John Hamm sera en pourparlers pour le rôle de Mr. Sinister dans la nouvelle saga X-Men du MCU. Qui a... John Hamm, je suis pour. Quel acteur, John Hamm. Ah, John Hamm aussi, lui, c'est un acteur exceptionnel. Hein. On l'avait vu dans un des derniers Clint Eastwood, je crois que c'était le cas Richard Jewell, où il était incroyable. Mais même en règle générale, John Hamm, Top Gun Maverick, il était dedans aussi. Enfin, c'est un nombre de rôles exceptionnels. Baby Driver, évidemment, où John Hamm est somptueux. Quel comédien c'est, lui aussi. Mais oui, c'était quand même assez important à être souligné. Il y a autre chose aussi par rapport à un point de vue politique que j'ai beaucoup apprécié dans l'épisode, c'est le visage du peuple. Jusque maintenant, on avait une guerre qui était totale et qui était Targaryen. Allez, disons-le, Targaryen versus Targaryen ou Targaryen versus Hightower, etc. Vous voyez à peu près ce que je veux dire là-dessus. Et merci mon Venom pour le Prime. On n'est plus qu'à 2 subs de la barre des 200. Merci beaucoup mon Venom, ça fait plaisir. Comment ça va? Donc on sait que c'est voilà, une guerre familiale, quelque part quand même, hein, puisqu'il y a eu même des infanticides, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que là, voilà, on voit le peuple et on voit tous les clans aux alentours qui, eux, alors non seulement prennent position,
font la guerre par rapport à des prises de position, mais aussi se servent de la politique et se servent de tout un tas de conditions actuelles, ce qui est notamment la guerre entre Aegon et Rhaenyra, etc., donc entre le véritable roi en place et la fausse reine pour certains et la reine méritante pour d'autres, se servent de ce constat-là et se servent de cette excuse pour se faire la guerre entre deux clans, justement, qui se détestent depuis toujours. Alors, j'hésite sur les noms parce que je connais pas trop, mais il y aurait la maison Bracken et Nerbosk. Je sais pas trop pour le deuxième nom, si c'est une faute de frappe de ce que j'ai noté ou quoi, puisque pour le coup, c'est des maisons que je ne connais pas. Pour les Bracken, je sais que c'est une maison dont il parle, mais ce seraient les deux maisons qu'on voit dans l'introduction de l'épisode. Donc, ouais, visiblement, c'est ça. Deux maisons qui se font la guerre depuis la nuit des temps. Et ben voilà, et qui là d'un coup profitent un petit peu de ces guérillas familiales et de cette guerre du trône pour aller effectivement eux aussi se faire la guerre entre clans. Et moi, ça, j'aime beaucoup cette idéologie parce que ça montre en fait que peu importe le vainqueur, il y a rarement comment dire. Peu importe la guerre, justement, il y a rarement de gagnants, il y a rarement de vainqueurs. Ça, ils le disent aussi, hein. Notamment au moment où on le voit juste après ces incidents-là, l'introduction. Ça, putain, en termes de mise en scène aussi. En termes de mise en scène, la transition entre les protagonistes, justement, qui se disent alors on va faire la guerre, etc., t'oseras pas faire quoi que ce soit, on sent qu'il va y avoir Rix, et ensuite tu vois le visage d'un des personnages avec l'épée dans la nuque, la caméra remonte lentement, et là, ouais, on a un peu un plan équivalent à Plague Tale Preach, avec les cadavres partout, le moulin complètement rasé, brûlé, etc. Je me suis dit, waouh, la puissance du plan. La puissance du plan. Pas de musique, rien, vraiment juste le bruit du vent et puis peut-être des oiseaux, etc. Et vraiment un bruit assez apocalyptique. Et j'ai trouvé ça très fort. D'un point de vue de mise en scène, de plan, de puissance de plan. Et c'est là qu'on voit justement des tas de choses intéressantes. C'est que effectivement, House of the Dragon, c'est une guerre Targaryen, mais c'est aussi un conflit qui touche, voilà, absolument tout. Et comme le dit Bob, hein, là, ça part effectivement d'un conflit entre ados dérisoire. Donc, c'est une guerre qui prend des proportions énormes, au-delà même des Targaryens. Et moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien déjà parce que... Alors, je vais vous donner un exemple parce que je regarde True Blood en ce moment. Là, je sais que mon Yaya est dans le chat, donc il pourra le clamer. Mais en début de saison 7, il y a un des personnages principaux de True Blood qui meurt. Je dirais pas qui, mais voilà, dans le premier épisode. Et mon premier réflexe, ça a été d'envoyer un message à Yaya en disant « Mais attends, ce personnage-là, il est mort en hors-champ. C'est un personnage qui est là depuis la saison 1, il est mort en hors-champ. » Alors bon, soi-disant, on a un autre personnage, on l'entend pleurer, les autres protagonistes arrivent, et là, ils ont l'air un peu perdus comme ça, et puis le protagoniste qui est encore vivant dit « Ah, un tel est mort, un tel est mort. » Je pense que ça aurait eu plus d'impact si on l'avait vu mourir. Parce qu'à une mort en hors-champ, il faut que ce soit extrêmement méticuleux, extrêmement bien fait pour que ça ait un impact énorme. Et pas qu'on soit en mode oula, dis donc, c'est expéditif, ils s'en sont débarrassés. C'est là la grande force de mise en scène de House of the Dragon, c'est que la bataille, ils n'ont pas besoin. Ça sert à rien. Une belle transition bien violente avec un plan bien violent qui montre toute l'ampleur du truc fait que t'as pas besoin d'une bataille. Une transition avec un plan marquant, des fois, ça vaut toutes les guerres du monde quand c'est bien fait. Là, la différence de True Blood, où pour le coup, là aussi, c'est un hors-champ, mais ça semble un peu plus expéditif. Pour le coup. Mais là, j'ai trouvé que c'était très fort. Donc, c'est des nobody, Bob, mais tout le monde y passe. Et c'est des enfants, c'est des ados, c'est des gamins, quoi. Moi, je me suis dit, honnêtement, quand j'ai vu ce plan-là, certes, effectivement, on les connaît pas, mais j'ai quand même vu la puissance du bordel en me disant, ah ouais, c'est une guerre qui prend des proportions énormes. Parce qu'il y a des centaines et des centaines de morts. Des centaines et des centaines de morts. Donc ouais. Puis il y a le son, comme dit Preach, ouais, il y a un tout petit son où tu as un peu l'impression d'entendre deux épées qui se croisent, ou voilà, une épée qui se brise sur un bouclier ou quelque chose comme ça. On l'entend très furtivement, c'est le son qui fait la transition, puis après fini. Ton cerveau a compris qu'il y a eu la guerre, et là tu vois le truc et tu fais ah merde. Donc non, ouais, moi j'ai trouvé que c'était fort.
Comme par exemple, effectivement, au moment de l'enterrement des jumeaux, là pareil, quand je parle beaucoup de politique, c'est un épisode qui parle énormément de politique et qui place les pions. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de retournement de situation, il n'y a pas beaucoup d'avancées narratives, mais c'est un épisode qui prend énormément de temps pour placer les enjeux qui serviront par la suite. Il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée, c'est les raisons d'une guerre n'ont pas d'importance face au désir de tuer. Ça, pour le coup, moi j'ai trouvé ça intéressant. On sent que du côté d'Egon, les raisons, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est du sang. On veut la guerre, véritablement. Ça, on le voit aussi à la fin avec Alicent qui dit que c'est trop tard. Il y a un côté avide de sang et beaucoup plus porté sur la guerre du côté du clan d'Alicent et Egon. Du côté de Rhaenyra, c'est plus réfléchi. Du côté de Rhaenyra, même eux savent, par exemple, que certaines choses qui ont été faites n'auraient pas pu être faites par Otto Hightower, par exemple. Ils en parlent à un moment donné. Voilà, il y a des... je crois que c'était justement l'attaque des jumeaux. L'attaque des jumeaux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent aller voir... c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent aller voir Alicent. C'est parce qu'il y a un côté plus rationnel et plus raisonné chez Alicent et chez Otto Hightower plutôt que chez Kristen Cole ou... comment et surtout Egon. Donc, il y a, quand ils se rendent compte qu'effectivement l'un des deux jumeaux a tenté d'assassiner Rhaenyra, eux-mêmes, le clan Rhaenyra, se disent ça n'a pas été fait par Otto Hightower. Même Otto Hightower savait qu'il fallait pas en arriver là. Donc ça, déjà, à ce moment-là, moi je l'avais noté dans mes notes, est-ce qu'Alicent serait un des éléments de réponse sur justement une réflexion autour de quel sera le tenant de la guerre. Et j'étais pas dans le tort, puisqu'on se rend compte à la fin qu'elle va voir Alicent. Quand le désir de tuer et de brûler s'empare de nous et que la raison disparaît, on ne se souvient même plus de ce qui a déclenché la guerre. Ouais, ça c'est une autre des phrases fortes. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, tu te souviens plus du pourquoi. Il y a plus les raisons n'ont plus d'importance. Tu te souviens plus du pourquoi, tu te souviens plus de la raison de la guerre, quand à un moment donné, ce qui compte, c'est d'embraser. Et ça fait aussi justement la distinction entre une guerre de dragons et une guerre humaine. Il y a aussi cet élément-là où on se pose la question de l'importance des armées. C'est très tactique, c'est un épisode qui est très tactique et très politique. Aegon veut finir la guerre via le sang, Rhaenyra veut finir la guerre via une vengeance et une prise de contrôle raisonnée, nette et sans bavure. Ouais, c'est un petit peu ça. On le voit, alors pour le coup, beaucoup plus. Alors vous me dites dans le chat, on le sait. On le sait, Rhaenyra, Daemon, etc. Eux, ce qu'ils visent, c'est le trône. Ils veulent récupérer ce qui, pour eux, leur revient de droit. Il y a d'ailleurs, alors il faudra que je vous repose la question, il y a une réflexion intéressante autour d'Alicent et Rhaenyra, où justement Alicent lui parle d'une citation, alors attendez, je vais vous dire, je l'avais pris dans les notes, d'une citation qu'aurait dit Viserys, qui parle du prince qui fut promis, un prince qui fut promis. Qui serait justement la personne d'Aegon, là où à la fin de leur dialogue avec Alicent, on voit que Rhaenyra, elle est plus raisonnée, elle veut récupérer son trône, mais plus pour essayer de retrouver la paix, et puis pour essayer d'entamer un dialogue et certaines choses. Alicent est beaucoup plus dans le recul. La question que je voulais vous poser, je l'ai oubliée du coup depuis. Si, justement. Rhaenyra, Daemon, etc., on sait qu'ils veulent récupérer le trône. J'ai trouvé que dans cet épisode, il le disait beaucoup plus. Qu'il y avait un côté, maintenant, j'ai l'impression que là, du coup, du côté de Rhaenyra, il y a, en allant dans ce statut aussi de vengeance, la vengeance amène cette réflexion de maintenant, je laisse plus rien passer, c'est ma place, la mienne et aucune autre. Je trouve que dans cet épisode, Rhaenyra et les autres, mais surtout Rhaenyra, s'affirme beaucoup plus comme je veux récupérer le trône, il m'appartient, c'est ce qui me revient de droit, c'est légitime. On l'entendait moins dans les épisodes précédents, là je trouve qu'elle est de plus en plus en train de s'affirmer, et il y a le dernier regard de l'épisode où elle est face aux bougies, etc., où à un moment donné elle fait juste ça. Elle a un tout petit rictus du ok. Moi, c'est comme ça que je vois le visuel. Alicent s'en va, Rhaenyra a fait tout son possible pour régler ça à l'amiable, etc., faire entendre raison. Elle a un tout petit rictus
Il n'y a pas du tout d'humour ou de, 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 de- comment dire, de gaieté ou d'esprit de vengeance machiavélique ou quoi. C'est juste, ok. Pour moi, je l'ai vu comme, d'accord. Tu veux que ça se passe comme ça. Je suis pas sûr que tu sois gagnante, mais ça se passera comme ça. Je le vois vraiment comme, d'accord, à partir du maintenant, j'embrasse là où je dois être véritablement. J'embrasse là où je dois aller. J'embrasse la destinée. Ça va se passer comme ça. Là, il y a le point de non-retour. Ça fait plusieurs épisodes qu'on se dit qu'il y a un point de non-retour qui est franchi. Là, je le vois vraiment. Là. Alison, t'avais mal compris et n'avait pas tous les aboutissants de la dernière phrase de Viserys. Bah, oui, je l'avais compris comme ça aussi, moi. Ça, c'est à la fin de l'épisode 8 de la saison 1. Aegon parle à Alicent de l'histoire de Aegon Ier pensant s'adresser à Rhaenyra. Alicent interprète mal et pense que Viserys désigne la Aegon II comme son successeur. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que du coup, on peut se poser la question de savoir si Rhaenyra va y croire véritablement ou non, ou si elle est en manque d'informations. Mais selon les derniers regards, tu sens quand même que Rhaenyra, c'est pas cette phrase-là qui va changer sa vision des choses. C'est sûr qu'avec la fin de l'épisode, maintenant Rhaenyra a la confirmation que le trône était pour elle. L'argument de Alicent ne peut plus la convaincre. Elle sait qu'elle est l'héritière, il n'y a plus de doute possible. Ça va l'encourager, la conforter dans sa position de bon camp. Exactement, ouais. Ça va l'encourager, en tout cas, peut-être dans sa position de bon camp, ou en tout cas dans sa position de ma réflexion est la bonne. De bon camp, je ne sais pas vraiment s'il y a un bon camp. Dans tout l'épisode, quand même, ils nous le disent. Il y a un moment donné, justement, où le conseil de Dagon le dit, hein, que vu le nombre de victimes qu'il y a de la part et d'autre de certains peuples ou de certaines maisons, même si à un moment donné, s'il y a une des deux maisons qui a pris l'avantage, un des deux clans qui a pris l'avantage sur l'autre, et que là, ça avait l'air d'être d'un clan de celui de la team Alicent, il n'y a pas de victoire. On ne peut pas parler de gagnant quand il y a autant de victimes et autant de morts. Donc là, je pense que c'est pareil, il n'y a pas vraiment de bon camp. Il y a juste elle qui pense que maintenant, son raisonnement est le bon et le dernier. Elle a plus de doute, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle a entendu les arguments. Je pense que maintenant, vis-à-vis de son père, elle a compris beaucoup de choses et elle sait qu'elle ira jusqu'au bout. Pour le coup, cette scène doit être The Dernier Espoir, sinon ça va être démystifié. La fin de saison 1 avec le regard rageux. Aujourd'hui doit être la dernière tentative de paix d'Alicent Rhaenyra, le point de non-retour absolu. Pour moi, c'était là. Pour moi, c'était vraiment dans le, ouais, c'était vraiment dans dans le final, dans les dernières minutes là, c'était le moment où on pouvait changer la donne. Quand pour moi, Alicent est partie, Alicent a dit non. Elle a dit non à tout, voilà, elle a dit non à la possibilité d'une solution un peu à l'amiable. Et ça va, je pense, se terminer comme ça. Là, maintenant, le point de non-retour est franchi. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens vis-à-vis de ce qui s'est dit. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir aussi, parce que ça donne des séquences quand même qui sont importantes. Personnellement, le fait d'aller à la guerre, pour moi, vis-à-vis d'Egon, c'est aussi une volonté de prouver. Après tout ce qui a été dit par Otto Hightower, après tout ce qui a été dit avant, le fait que les gens le pensent faible, etc., je pense que là, de la part d'Egon, il y a une volonté de se prouver des choses à lui et de prouver des choses aux autres. Il veut prouver qu'il a un roi à la cas des couilles, qui part au combat, qui part à la guerre, qui sait mener des hommes, etc. Encore une fois, c'est pas forcément les bonnes décisions. Et il est encore très naïf et très manipulé. Parce qu'il y a quand même une séquence où on lui dit. Euh, tu sais où Voilà, il est d'une naïveté déconcertante. Parce qu'il y a un propos où à un moment donné, quelqu'un lui dit que le fait de partir ferait en sorte que la population penserait que lui, il part pour esquiver un petit peu les problèmes et que du coup, la royauté, le véritable pouvoir serait là pour Aemond et Alicent. Donc du coup, il entend ça, il se pose des questions et il finit finalement par rester. Preuve qu'il est, encore une fois, si ce n'est pas très naïf, très... Bon, il n'a pas encore de décision propre qui lui appartiennent puisqu'il décide finalement de ne pas partir. Tout ça pour aller au pute, hein, pour se foutre de la gueule des mondes. Enfin, bon, visiblement, voilà, il a des priorités qui ne sont pas les nôtres. Mais moi, je trouve que dans le début de l'épisode, c'est intéressant parce que l'idée d'aller à la guerre et de vouloir du sang, c'est aussi une volonté de se prouver des choses. Prouver que tout ce qu'avait dit Otto et ce qui l'avait fait pleurer dans l'épisode 2 n'était pas vrai.
prouver que c'est quelqu'un finalement qui n'est pas faible, prouver au peuple, etc. Et je pense même plus, enfin dites-moi dans le chat, je pense même plus que c'est plus de l'ego. Je suis pas forcément convaincu qu'il veuille prouver aux gens quelque chose. Je pense qu'il veut se le prouver à lui-même. Juste à lui-même. Je suis pas un Golemont. Je peux être comme Aegon le Conquérant et je peux être comme les autres. Très symboliquement, quelle est l'armure que met Aegon? Je crois que c'est celle d'Aegon le Conquérant. Il me semble qu'ils le disent dans l'épisode. Donc voilà, on cite Aegon le Conquérant. Il met l'armure d'Aegon le Conquérant. Même les sous-fifres qui lui sucent la teub parce que c'est le roi lui disent ah, Aegon Aegon le Grand est de retour, etc. Pour moi, je pense que au-delà de vouloir satisfaire les autres, je pense qu'il veut se satisfaire lui. Essayer de se convaincre qu'en fait, il est au niveau, essayer de se convaincre et de se prouver des choses. Vraiment. Hein. Il y a un ego à satisfaire, mais je pense aussi qu'il cherche chez le peuple l'affection et l'admiration que sa famille n'a jamais eu pour lui. Possible. Possible. Possible aussi, ouais. Mais ça, pour moi, je le vois en numéro 2. Pour moi, il cherche vraiment à se prouver quelque chose à lui-même. Et ensuite, une fois qu'il se sera prouvé quelque chose et qu'il aura été capable de prendre confiance en lui, c'est là qu'il voudra récupérer l'affection du peuple et l'affection des gens, qui est l'une des raisons qui fait effectivement qu'il est resté là d'ailleurs, puisqu'il a écouté son conseiller lui dire ah mais non, 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 c'est pas une bonne idée, on va penser que le pouvoir vous échappe, et finalement il reste pour ça. Oui, il aime qu'on l'acclame. Et puis c'est quelqu'un qui est assez proche. C'est quand même l'un des rares. Enfin, je ne l'ai pas vu souvent, mais au moment où il va dans le bordel et juste avant où il va récupérer un mec qui est justement, je crois, je sais plus si c'est un écuyer ou un vassal, enfin un qui, soi-disant, n'a pas encore perdu sa virginité, etc. et qu'il faut aller. C'est l'un des rares rois que je vois dans un pub aller directement à la taverne se mêler à la plèbe. C'est rare de voir des images comme ça. Lui, il y va parce que effectivement, Preach, finalement, tu as peut-être raison. Il y a aussi ce système de allez, je paye ma tournée à tout le monde, aimez-moi. Aimez-moi, je peux pas dire qu'avec Alicent, avec ma mère, ça se soit forcément toujours bien passé. On peut pas dire que je sois forcément très apprécié de mes proches. Aimez-moi et je vous le rendrai. C'est pour ça qu'il paye sa tournée à tout le monde, qu'il va directement sur place, qu'il se rend aux putes, etc., qu'il se bourre la gueule. Il y a un peu des deux. Hein. Il y a un peu des deux. Il fait très Homelander maintenant que j'y pense. Ouais, mais en moins. Ouais, oui. En moins puissant et en moins réfléchi et en moins dangereux. Egon est quand même un peu plus humain que le Homelander. Spontanément. Le Homelander, lui, tout est calculé. Egon, je pense qu'il y a encore une petite part d'humanité. Hein. Le passage avec Aemon dans ce bordel, d'ailleurs, m'a fait de la peine. C'est vraiment le surprendre durant un de ces moments où il s'autorise à être sensible et doux. Il va pas avoir des prostituées juste pour le sexe. Il veut de l'affection et pouvoir être vulnérable. Exactement. Je me suis même posé la question, Pritch, de est-ce qu'il couchait avec. Je me suis posé la question. Je me dis, on sait qu'il a couché avec la prostituée. Est-ce qu'il y va toujours pour coucher? Je suis pas sûr. Le fait de se mettre nu, c'est peut-être symbolique de vouloir se mettre à nu et non pas nu. La nana, on remarque qu'elle est encore habillée. Il est en position vraiment comme un enfant, en fait, qui a besoin d'affection et puis peut-être de discuter de tas de choses comme ça. Là, elle était encore habillée, ouais. Donc je me pose la question, moi, de me dire, je suis même pas sûr qu'il couche avec. Pour moi, en fait, c'est vraiment une recherche d'affection et de choses dans ce genre-là, ouais. Et de pouvoir être doux, comme tu dis, de pouvoir être doux, sensible, vulnérable, bah alors que tu as vu le regard. T'as vu comment il est quand il est avec à la table du conseil là. Le mec, il a son sourire sadique, le regard perçant, le truc ultra flippant. Voilà, tu sens qu'à un moment donné, on lui dit non, non, Vagar va rester ici. Aemond dira tout seul. Aemond, il est là, genre, mais t'as nique ta mère. Tu vois, genre, tu le sens, hein, que ça lui plaît pas. Et là, par contre, tout doux, le regard, l'attitude, la performance d'acteur. La performance d'acteur, parce que vraiment. Tu te dis, hey, faut réussir à jouer ça. Hein. Le pire, c'est que Egon pensait pas à mal, il était bourré et tout, mais Aemon va s'en rappeler. Non, oui, non, oui, non, 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 c'est vrai. Je pense pas qu'Egon se foute de la gueule de Aemon. Je pense que il le chambre, mais pas méchamment. Il le chambre, il le charrie. Voilà, il est là en mode, ouais, lui, il préfère qu'une femme et tout, machin, ça le fait marrer parce qu'il est cramé. Mais oui, effectivement, je pense pas qu'il le pense à mal. Par contre, Aemond, on sait que quand quelque chose arrive aux oreilles d'Aemond, ça reste jamais impuni.
Je pense qu'il cherche vraiment une forme d'affection maternelle. Ouais, je pense aussi, ouais. Ce qui me fait me dire, moi, Pritch, que je pense que il couche pas toujours avec. S'il y a une forme d'affection maternelle, je me demande même si ça se trouve, il a couché qu'une seule fois avec et depuis plus du tout. Parce que je crois qu'elle était habillée aussi hein, dans l'épisode d'avant. C'est peut-être juste de la parole platonique, etc. et une vision que lui il a. Hein. Si ça se fait comme ça se fait là, ça se trouve, faut se dire un truc, c'est que Aemond, il a peut-être pas eu le choix. On lui a donné cette pute-là parce que c'était celle-là et c'est tout. Et en fait, il s'est pris d'attachement pour elle et depuis, il couche plus avec. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Alors du coup, est-ce que lui, ça va le faire encore un peu plus basculer du côté obscur? C'est con, mais Aemond, il me rappelle Anakin, moi, un peu. Genre, Aemond, tu sens qu'il y a... c'est Anakin côté obscur. C'est un mec, tu sens que foncièrement, il a quand même le mal en lui, mais il y a du bon. Il y a du bon, il y a du lumineux. Il suffit d'aller chercher un peu plus loin et il y a du lumineux. Moi, je vois un parallèle entre Aemond et Anakin. Du style, tu pourrais, si t'étais à peu près équilibré, ramener l'équilibre justement dans Westeros. Mais c'est qu'il est bousillé par la haine, bousillé par son passé, bousillé par ce qu'il s'est fait enfant, etc. Et que forcément, voilà. Moi, je connais d'autres gens qui ont été complètement bousillés par leur enfance. C'est Théodore Bagwell. Comment ça va, mon gros Comment ça va, mon gros Tonio? Tu te souviens de Théodore Bagwell? Tu veux ma poche, mon gros Tonio? Je vais la faire à chaque fois, forcément. Bah, lui aussi, il a pas eu une enfance facile. Hein. Bon, là, il s'est bien vengé avec autrui ensuite. Hein, mais le teabag, putain, c'était beau quand même. Eh, en vrai, gros Tonio, cette espèce de week-end. Le morceau de barbac, le petit rancho, la petite piscine, les petits verres avec les cousins, les petits bagwell. Ah, c'était beau quand même. C'était beau, putain. C'est qu'en vrai, j'aimerais bien que tous les mois soient des mois de juin, hein, si vous pouviez venir tous les mois de juin. C'est beau, c'est presque romantique, ça. Egon est complètement alcoolisé. En plus, je pense qu'il est méchant sans même trop le savoir avec son frère. Oui, parce qu'il est pas. Il le dit, mais il le chambre. Il le chambre et c'est son frangin. Et vas-y, il se fout de sa gueule parce qu'il est arraché. Sauf que Aemon, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'il est ultra vulnérable à ce moment-là, ultra fragile. Il se livre et tout. Tu le sens au niveau du regard. Moi, je trouve que Aemon, il y a deux types de regards à un moment donné. Il y a le regard de la surprise, du style merde, il m'a vu. Genre, j'ai perdu mon moment d'intimité, il m'a vu, et là, il commence à se rendre compte que, bah, potentiellement, sa vulnérabilité, maintenant, on va peut-être s'en servir contre lui. Et ensuite, il y a le regard de la colère, genre, allez, t'en fais pas, va. Et il se barre, et voilà, il a la haine qui revient. On voit de plus en plus de beats, je trouve, mention spéciale pour la pipe. Alors, ouais, non, mais par contre, oui. Là, House of the Dragon, ils en ont plus rien à branler, hein. Moi, j'avoue que heureusement que tu vois que c'est une beuteuse en plastique, ça se remarque quand même fort. Hein. Mais je suis là en mode, waouh, maintenant on peut filmer des fellations dans House of the Dragon. Encore une fois, je suis en train de me faire True Blood en ce moment. Je me disais souvent, True Blood, voilà, tous les acteurs sont à poil, puis tu les vois à poil complet, puis les séquences de cul sont bien filmées parce que t'as vraiment l'impression qu'ils le font, quoi. Et là, en fait, t'en es à un stade où tu dis, ah ouais, ouais, putain, maintenant il y a rinçage du service 3 pièces qui est directement montré, mais vraiment, premier plan de caméra, quoi. Donc, bon, alors ça se voit que la beuteuse est en plastique, hein, mais t'es en mode, ah ouais. Genre, oh putain, gros Tonio, basketteur 17, c'est Fred. Putain, le Bagwell en personne. Il est là, hein, gros Tonio, le basketteur 17, c'est mon Fred. C'est Federico. Mais non, oui, effectivement, ouais, il y a de plus en plus de sexe et c'est de moins en moins suggéré. Ah, c'est vrai que cette séquence-là, je me suis dit, ah ouais, putain, on montre ça dans une série maintenant, c'est semi-porno quand même. Hein. Ce que tu dis, ce sera plus Deron qu'Emon, son frère. Ah, j'ai moins de. Oui, alors j'ai moins de savoir. T'as lu les bouquins, peut-être, Valentine, non? Ou alors c'est simplement la théorie que tu peux avoir sur le reste. Moi, je vois par rapport à ce que j'ai vu, j'ai pas lu les bouquins, je connais pas trop le lore, mais en Aemond, je vois quand même une sorte de respect vis-à-vis des autres, je vois quand même une certaine forme d'intelligence, de vulnérabilité, de tristesse, de tendresse, d'affection, mais masqué par une haine énorme de ce qu'il a vécu et de beaucoup de choses. Et voilà, un côté obscur qui cache quand même un léger côté lumineux. Donc de tout ce que j'ai vu d'Aemon, ça me rappelle un peu Anakin, ouais. Après, quel sera le final, j'en sais rien, mais...
Je l'avais même pas vu la fellation, c'était tout en bas arrêté, c'était pas si balancé que ça. On est dans une série télé censée être pas tout, enfin, tout semi tout public. À un moment donné, t'as les deux personnages principaux couvrent à rideau qui regardent pile à un moment où vous regardez en mode ah bah non, elle est déjà occupée. Tu peux regarder que ça, hein. Tu peux regarder que ça, hein. Et c'est surtout que c'est étonnant parce que dans une série comme ça, le voir ostensiblement, bah c'est comme si. Je sais pas si dans Game of Thrones c'était déjà arrivé de voir une scène de sexe où les mecs couchent pour de vrai. C'est relativement rare pour être souligné quand même, hein. C'est à peu près le level de. Enfin, un plan comme ça, une séquence comme ça, c'est à peu près le même level qu'un Caligula, pour ceux qui ont vu le film, ou qu'un Nymphomaniac. C'est du réel. Alors tu vois que la beuteux est en plastoc, mais ça reste du réel. C'est vrai que c'est, entre guillemets, audacieux pour aller toujours plus loin dans le réalisme. Je suis un vieux chien de talus. Non, mais ça se remarque, puis c'est fait pour que ça se remarque. Tu ne fais pas une scène comme ça pour le simple plaisir de la filmer et de se dire, oh, bon, je vais faire ça, et puis c'est tout. Y a forcément aussi une idéologie derrière, sinon c'est du sexe gratuit, hein. C'est, voilà, tu vois, c'est... les séquences de sexe les plus gratos sont rarement les plus intéressantes. Chez Aemon, il y a un vrai respect pour le clan adverse, je pense. Il a des principes et le sens de l'honneur. Bah oui, ça se voit, oui, oui, je pense. Mais Aemon et Daemon, ils sont proches, non, Preach? Il me semble que Daemon Targaryen, il apprécie plutôt bien Aemon, dans le principe de base. Ils étaient pas avant tous les incidents qu'il y a eu. C'était pas deux gars qui étaient assez proches et qui avaient un respect mutuel l'un pour l'autre, un peu en mode Aemon. Il me semble que dans mes souvenirs, il le prenait un peu pas comme un idole, mais c'était un peu un modèle quand même, Daemon. Respect d'adversaire peut-être aujourd'hui, mais j'avais un peu l'impression de le voir comme un modèle. Par admiration, voilà, ouais. C'est pas réciproque, mais Aemon voit une admiration, oui. Bah, fan de Daemon, oui. Donc voilà, c'est ça. Donc tu le vois de toute façon qu'il y a un respect d'un côté. Tu vois au jeu de regard. Puis de toute façon, mec, il y a quelqu'un dans le chat là qui est pas en mode genre ouais, Matt Smith. Non, franchement, vous le revoyez arriver à Arenal, etc. Là, qui n'a pas envie d'être Matt Smith? Qui n'est pas fan de Matt Smith? Ça existe des gens qui regardent House of the Dragon et qui se disent ah, Damon, non, je suis pas fan. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Moi, je suis là-bas, c'est pareil. Hein. Damon, je suis un peu en mode frérot, des fois t'abuses, mais gros, enfin, t'es au-dessus du soleil, quoi. Je veux dire, regardez le charisme du personnage, l'écriture du personnage. Incarne la famille Targaryen à lui tout seul. Ah, mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et c'est ça que j'aime, justement. Je me fais toujours le rapprochement, mais quand on voit le chaos, enfin, c'est ça qui me fascine toujours, c'est de me réétudier l'idée, de me dire, il y a un tel chaos quand on commence Game of Thrones avec Daenerys, où les Targaryens, ils sont morts, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est le fond du fond du fond du gouffre. Quand tu vois là actuellement dans House of the Dragon le level des Targaryens, la peur des gens vis-à-vis des dragons et des Targaryens. Alors je spoil pas Game of Thrones, vous inquiétez pas. C'est juste que dans Game of Thrones, ça se passe avant. Dans Game of Thrones, les Targaryens, ils sont à la ramasse totale. On en voit 2, 3 maximum. Puis tu sens que tout est misé sur Daenerys, sinon il n'y a rien d'autre. Hein. Mais quand tu vois toute la dramaturgie qu'il y a là, la puissance, les trucs, etc., dans House of the Dragon, le fait que les peuples se battent aussi pour eux, qu'ils les redoutent, les plans des dragons où tout le monde flippe, etc., la classe de Daemon Targaryen, le fait que ce soit des mecs qui débordent de partout, tu te dis, putain, la vache, mais comment ils en sont arrivés pour se flinguer tout seuls? T'as vraiment l'impression, quand tu regardes cette série, de se dire que c'est les Targaryens qui vont tuer les Targaryens. C'est pas une autre... Quand je regarde cette série-là, je me dis pas, ouais, et d'un coup, il y a les Lannister ou les autres ou les machins qui vont arriver, ils vont s'en prendre à eux. Pour moi, c'est vraiment genre, j'ai pas lu les bouquins, mais de la théorie que j'ai, c'est la famille va se démonter la gueule. Mais ils ont une telle puissance, une telle aura, de telles perspectives, que voilà, causer leur propre perte au point d'en arriver à se dire, le dernier espoir, c'est Daenerys, il n'y a plus personne dans Game of Thrones. Comment une maison peut à ce point-là chuter, quoi? C'est délirant. C'est délirant. Parce que là, ouais, Matt Smith, il est en train de mettre des lettres de noblesse sur les Targaryens. Bah, c'est très intelligent de se dire, ah merde, putain, mais
Il y a Aemon, il y a Aegon, il y a Daemon, il y a Rhaenyra, il y a tous les mecs qui gravitent autour aussi, hein, les marins, etc. Putain, ils ont réussi à se flinguer, quoi. C'est un délire. C'est un délire. T'es pas comme dans Game of Thrones, en fait, où globalement, il y a 156 maisons qui veulent le trône et évidemment, tout le monde se tape sur la gueule. Ou tout le monde se trahit. Là, t'es juste là, t'as une maison. C'est tragique à mort, mais c'est les plus grandes tragédies sont familiales. Toutes les plus grandes tragédies, tragédie romaine, surtout tragédie grecque, grecque, romaine, etc. Toutes les plus grandes tragédies sont familiales. Ça met un point énorme là-dessus. Les Kennedy, les reconquêtes, Éric Zemmour et Marion Maréchal, les plus grandes tragédies sont familiales. Jean-Marie et Marine, les plus grandes tragédies françaises sont familiales. Jean-Marie et Marine qui envoient Jean-Marie directement à l'hospice. Ça, c'était beau aussi. Mais non, t'en as plein. Toutes les tragédies sont familiales. Je te jure. Ah, quand même. Hein. C'est vrai, la politique, c'est Dallas, hein, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut mieux. Faut pas en rester loin, mais vaut mieux s'éduquer et se politiser. Parce que si t'en restes à l'iceberg, c'est vraiment Dallas, hein, quand même. Hein. Partout. À droite, la gauche, les trucs, partout. Partout. Mais, euh, ouais, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ça te donne encore plus de perspective de te dire, ah, putain, mais comment on a pu en arriver là et voir le reste derrière. J'ai bien aimé la phrase dans l'épisode qui disait, il n'y a rien de pire aux yeux des dieux qu'une guerre entre familles. Mais exactement. Ça prouve que c'est le pire truc. Exactement. Bien vu, Valentine. Ouais. C'était totalement dans le thème de ce qu'on dit là. Ouais. Il y a le côté, oui, il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire qu'une guerre entre familles. Mais je crois que c'est la femme du Vélarion qui dit ça. Que justement, à un moment donné, il n'y a rien de pire qu'une guerre familiale. C'est les guerres les plus dramatiques. Parce que, effectivement, comme dit Preach, il n'y a pas de gagnant. Quel est le prix là-dedans? Quelle est la victoire là-dedans de voir. Il y a une séquence où on voit que Damon, il le vit pas bien. Je sais pas si vous vous souvenez d'une séquence où à un moment donné, il est en train d'avoir une espèce de vision où on voit une nana qui recoue la tête du gamin qu'on a cisaillé dans l'épisode 1. Je crois que c'était dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, je sais plus. Non, je crois que c'est dans l'épisode 1. Tu le vois, malgré tout, il le vit pas bien. Oui, c'est Rhaenyra, ouais, exact. Tu vois que le truc, ouah, il s'en rend compte quand même, hein. Pour qu'il mêle Rhaenyra justement à ça. Bah tu te dis, frère, bah oui, évidemment. Il y a pas de bon plan, il n'y a pas de bonne chose. Au JO, faudrait qu'on invente une discipline spéciale politique. Le retournement de veste. Ouais, mais non, mais là, c'est pas possible. Faudrait commencer en 64e de finale et puis il y aurait que des prolongations. Ils le font tous. Ce serait pas possible. Hein. Là, il y aurait pas de gagnant. C'est trop de talent là dans ces phases-là. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le livre et qui ont peur pour ça, on voit Maléor, le fils de Aegon, même s'il sert à rien depuis sang et fromage. J'ai la ref. Ça résume ce qui est montré au début de l'épisode, quand après une guerre où tout est détruit et tout le monde est mort, peut-on se considérer vainqueur? Mais eux le disent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Eux le disent eux-mêmes à un moment donné quand ils sont en mode bah écoutez les gars, il y a eu tellement de morts, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une victoire? Bah pas trop hein. Pas trop hein. Tu m'as fait peur frérot, Rhaenyra la protagoniste depuis le début. Oui non parce que alors oui non mais je savais que c'était Rhaenyra Bob, je voulais en venir du principe que j'avais plus mis l'accent sur mais tu me diras le fait que Rhaenyra soit là et que lui ait dans son esprit Rhaenyra, ça en dit long aussi sur sa relation avec Rhaenyra. Je disais ça dans le genre où je mettais beaucoup plus l'accent sur l'enfant et qui se fait recoudre le crâne, la tête, parce que c'est une scène qui est quand même assez choc, et où bah, tu vois justement les doutes, peut-être les remords, ou en tout cas voilà, les questionnements que peut se poser Damon dans une scène que j'ai trouvée assez subtile mais très intelligente. Bon, ça, Pritch, ça me semblait legit. Hein. C'est vrai que l'actrice, elle avait tellement plu en plus. C'était une actrice qui avait tellement plu à l'audience, etc. et qui avait tellement marqué les spectateurs dans la saison 1. Donc oui, tu le sens. Tu sens qu'il y a des remords.
Parce que bon, c'était pas. Voilà, hein, c'est quand même un procédé qui est extrêmement violent. Ou en tout cas, un résultat qui est extrêmement violent. Je le trouve meilleur jeune. Je préfère Emma Darcy, moi. Mais en fait, Emma Darcy me séduit tellement depuis le début de la saison 2. Je lui trouve une tristesse, une douleur, une colère, un acting tellement impressionnant que moi, là, Emma Darcy, je suis en train de tomber fan, quoi. Rhaenyra, c'est un personnage que j'aime énormément. On va faire dans les Woufoufou de mon live de 24 heures. Annonce top 64 de mes séries préférées all time, top 64 de mes personnages de séries préférées all time. Ce sera les deux Woufoufou de mon live de 24 heures. Donc ça va être super, c'est des tournois Coupe du Monde. Mes 64 séries préférées, mes 64 personnages de séries préférées. Je peux vous garantir que House of the Dragon, selon comment se termine la série et si on avait eu une saison de plus, Daemon et Rhaenyra auraient pu être dans les 64 personnages que je préfère de série. Hein. Faudra voir qui je vais mettre parce qu'il y a une pléiade de séries, donc forcément c'est pas évident. Tu dois déjà en mettre 2-3 de Breaking Bad, un ou deux de The Walking Dead et ceci et cela. Enfin, ça fait vite fait 64. Mais tu pourrais, enfin, je veux dire, les personnages sont tellement bien écrits, il n'y aura pas de saison 3. Si, bien sûr, je dis ça dans le sens où la saison 3 sortira bien après mon classement. Et peut-être que pour que ces personnages-là intègrent mon top, il aurait fallu que je les vois encore plus longtemps pour m'en délecter davantage. Tu vois, tu peux pas juger après si peu de saisons. Mais ils sont tellement bien écrits que si les saisons 2 sont incroyables et que je vois qu'il y a toujours autant de talent, ça se trouve, ils seront dedans. Hein. Rhaenyra jeune montre que c'était la version de sa femme actuelle qui fantasme plus parce qu'il a des tendances pédophiles, mais surtout parce qu'à l'époque, elle n'était pas aussi restreinte par ses devoirs et sa compassion. C'est ce qui lui plaisait au début, cette envie viscérale de liberté et de passion qu'aujourd'hui est nettement moins ardent. Oui, c'est une manière de voir les choses aussi, ouais. Oui, c'est un mec qui a toujours été très borderline et très libéral, Damon. Très axé sur la liberté, l'indépendance, etc. Donc oui, ça pouvait être... Rhaenyra, jeune, était très feu follet. Il y a certaines séquences, elle écoutait pas ses parents, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Il y avait même des situations très glauques, hein, quand même, hein, avec, entre Damon et la jeune. Il y avait des situations... Enfin, et Rhaenyra jeune, il y avait des situations assez malsaines. Donc oui, il y avait ce côté très libéral, très indépendants, très libertins même par moments, qui peuvent matcher le statut de démon. Après, je pense qu'il est toujours attaché encore à Rhaenyra aujourd'hui. Il y a une loyauté. La loyauté, je pense, la loyauté qu'il a aujourd'hui, la loyauté qu'il a pour le trône, la loyauté qu'il a pour le respect de son couple et la loyauté qu'il a pour tout ce qu'il a vécu avec elle sur les 20 dernières années, je pense que effectivement, c'est des choses qui sont tout aussi importantes. Il y a peut-être le côté, quand elle était jeune, bah, il avait ce côté ultra feu follet, braise, etc. Mais là, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui s'est proposé. Il y a plus de respect, il y a plus de loyauté, il y a plus d'enjeux, il y a le trône, il y a tout un tas de choses. On le voit, c'est un des mecs les plus loyaux. Hein. Je gomme pioter les poteaux à plus. Ça marche, mon gros Tonio. Bon courage pour le taf et des bisous, évidemment. Bon, Bagwell. Euh, Pas trop d'accord, il aime son rang et son trône potentiel. Après 20 ans de mariage, t'as plus de passion, mais t'as toujours beaucoup de respect. Ouais, oui, dans l'idée, oui, bah, je pense que les deux sont justes. Mais il y a une manière de penser qui est différente 20 ans avant et après. Hein. Le côté fougue de la jeunesse. Ouais, alors il était plus suffisamment jeune pour la Rhaenyra jeune quand même. Ça, il serait important de le noter. Ça reste quand même assez malsain. Mais si, il y a un couple hein, qui, 20 ans après, a toujours autant de passion. C'est Michael et Janet dans Ma famille d'abord. Voilà, il y a eux. J'en connais pas d'autres, il y a eux. Citez-moi d'autres couples qui ont toujours la même flamme au bout d'autant de temps. Je crois que je n'ai vu que. Si, Al et Loïs dans Malcolm aussi. Principalement parce que Al, il est vénère. Mais je crois que c'est les deux seuls couples où à un moment donné, au bout de 20 ans, t'es toujours aussi showtime. Hein. Simple vengeance, ils veulent le trône, soutenir Rhaenyra. Peut-être les trois, hein. Peut-être les trois, hein. C'est quoi ce surnom? Ah, Bagwell, c'est un personnage de Prison Break. Bah, on se tapait des barres avec le nom de Bagwell, avec le nom de Bagwell pendant le deuxième jour, là, quand j'étais allé à son camping. Alors du coup, c'est resté, en fait. C'est le Bagwell. C'est un personnage de Prison Break parce qu'ils aiment bien Prison Break.
Non, oui, bon, moi je pense que il y a un aspect vengeance et il y a un aspect soutien à Rhaenyra, mais bon, derrière, à voir jusqu'où ça va les mener. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... tac, tac, tac. Alors, on a une introduction aussi d'un personnage. Je ne sais pas s'il aura de l'importance. Je ne sais même pas si c'est une introduction, si on l'a déjà vu. Quand Aegon est dans l'espèce de bar là pour aller chercher, enfin pour aller chercher l'écuyer, on a l'introduction de quelqu'un qui serait l'oncle de Rhaenyra, si j'ai pas dit trop de conneries ou quelque chose comme ça, qui serait en lien bâtard, voilà, qui serait dans un lien bâtard avec les Targaryens et qui du coup pourrait lui aussi légitimement prendre part à ça. Alors pour l'instant, on n'en sait que peu de choses. Ceux qui ont lu des bouquins ont peut-être plus de réflexion, mais ce serait un autre oncle de Rhaenyra, oui. Alors c'est vrai que j'ai été assez étonné qu'on nous dise autant de choses pour le voir que 3 minutes, mais ça me semblait important d'être noté. Euh, J'ai noté aussi qu'il y avait un questionnement sur le rôle d'être mère entre Alicent et sa fille, justement, où on sent que sa fille, elle considère qu'être mère, bah, c'est que du désarroi, il n'y a rien de positif, que du désarroi, que de la tristesse, que de la douleur. Et j'ai noté une phrase qui est quand même importante, c'est le « je vous pardonne » qu'elle balance dans la gueule d'Alicent. C'est un je vous pardonne qui, pour moi, en dit très très long sur les derniers événements, forcément. Parce que comment mieux remettre en scène et en exergue le fait que, bah, effectivement, Alicent n'y est pas pour rien non plus sur tous les derniers événements actuels et que, bon, il y a certaines prises de position et même prises en bouche, hein, si je peux dire ça comme ça, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Coucou, hein, évidemment, on vous embrasse avec ta main là du roi. Mais le je vous pardonne était quand même assez important. Et j'ai trouvé ça bien, moi, qui ait cette réflexion. Parce que c'est vrai que j'en parlais, dans l'épisode 2 avec Egon, dans le sens où je disais qu'Egon pleurait beaucoup plus son statut de roi bafoué plutôt que son fils. Et que le côté humain dans Game of Thrones, il était pas forcément souvent là dès qu'il s'agissait d'héritage, etc. Là, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est ce genre de réflexion qui nous font dire ah tiens c'est marrant, mais en fait ça reste des mères avant d'être comment dire des créatrices et des progénitures et des héritiers potentiels. Ça reste une mère. Ça reste une mère qui a perdu un enfant et qui le vit excessivement mal. Et moi, je trouve que remettre ce côté humain-là sur le devant de la scène, c'est important. Parce que, bah oui, effectivement, on est dans des jeux de trône, justement, où bah, le sacrifice, la mort, les jeux de dupes, la politique, les trahisons sont tellement monnaie courante qu'on en oublie, en fait, la douleur que c'est de perdre un enfant. On l'avait énormément vu du côté de Rhaenyra. Là maintenant, on le voit aussi de l'autre côté. Je trouve ça plutôt bien, moi. Pour moi, elle le pardonne car elle est consciente qu'à cause de son acte, Cole n'était pas là et qu'indirectement, Alicent a rendu sang et fromage possible. Oui, bah complètement. Moi, je pense la même chose. Oui, oui, totalement. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas beaucoup de scènes avec les dragons en vrai. Voir le lien des dragons avec leurs dragonniers, vu que c'est une guerre des dragons, ça aurait été intéressant de les humaniser. Alors là, pour le coup, je suis pas trop d'accord dans le sens où là aussi dans cet épisode, on nous le dit que ce n'est pas qu'une guerre de dragons. C'est une guerre avec des dragons où on peut utiliser des dragons, mais eux limite leur objectif, c'est de les utiliser le moins possible. Il y a une séquence où Rhaenyra justement va essayer de protéger des dragons, des œufs de dragons, etc. En se disant si jamais les choses se passent mal, bon bah au moins la dernière lignée, le dernier espoir est là. J'ai l'impression que pour l'instant, ils placent les pions. Les dragons arriveront par la suite, mais là, ils passent les pions et ils essaient de faire prendre conscience aux autres et un peu à tout à chacun que les dragons, c'est bien, mais c'est une guerre d'armée aussi. C'est une guerre tactique, c'est une guerre d'humains et qu'il ne faut pas les oublier. Donc je pense que le fait qu'on les voit moins maintenant, c'est peut-être pour mieux les voir par la suite. Et là, miser sur l'humain, les armées et des tas de choses comme ça. Je pense.
de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu comprendre. Comment ça va, mon Enzo? Alors, j'avais noté aussi que Rhaenyra était très politique, politique de la prudence, ça on en parle aussi. Le conseil est très indiscipliné. Le conseil de Rhaenyra, on le voit, hein, c'est pareil des deux conseils. Alors, Aegon est aussi indiscipliné. On va dire que tu as la team Alicent, parce que soyons lucides, pour moi, c'est plus Alicent qui tire le truc. Enfin, moi, je la vois comme le véritable chef de projet. Hein. C'est pas Aegon. Enfin, si c'était Aegon, le chef de projet, de toute façon, ça ferait longtemps que Port-Réal serait mort. Mais on voit qu'Alicent, elle essaye d'être un petit peu disciplinée, même si elle est plus péchue, que toute sa cour aussi et que que tout son conseil est très indiscipliné. C'est pareil du côté de Rhaenyra, où Rhaenyra, lui, elle fait de la politique de la prudence. On le dit d'ailleurs, hein, que ça vient d'une lignée où Viserys et les autres, c'était beaucoup de politique prudente. Je crois même qu'il cite un autre roi, si je dis pas de conneries, celui qui aurait eu le roi, vous me redirez le nom, hein, c'était un roi extrêmement sage et prudent qui aurait eu le plus long règne, même un règne supérieur en termes de temps à celui d'Aegon le Conquérant. Jaris I, oui, ça doit être ça, ouais, exactement. Et justement, il cite ce roi-là, Jaehaerys, en mode, bah, lui, c'est le roi qui était le roi de la politique prudente. Et que Rhaenyra fait un peu la même chose. On voit que Rhaenyra est prudente, là où bah, tous ses conseillers sont quand même assez indisciplinés. C'est le meilleur roi. Personnellement, j'ai toujours trouvé que le meilleur roi de Game of Thrones, je connais pas trop le lore, c'était Geoffrey Baratheon. Après, ça ne regarde que moi. C'est dû aussi à voilà, mes idéologies et la manière dont je vois comment un bon roi est censé exécuter les choses. Je trouve trouvais que Geoffrey Baratheon était vraiment le meilleur roi qui ait connu le royaume. Je me renseignerai je me renseignerai sur celui-ci par acquis de conscience. Ça m'étonnerait quand même qu'on fasse mieux que Geoffrey Baratheon, qui était quand même quelqu'un d'une sagesse à toute épreuve. Voilà. Hein, et puis surtout d'une pertinence et d'une intelligence, moi qui me laisse à chaque fois bouche bée. Non, non, je vous le dis. La différence entre la manière dont Rhaenyra gère les choses et celle d'Aegon, en vrai, ça veut tout dire. Rhaenyra, elle refuse la guerre malgré qu'on lui dise de déclencher la guerre, et Aegon qu'on doit contenir pour pas partir en guerre. C'est exactement ça, ouais, on en parlait au début du stream. Je crois que t'étais pas encore là à ce moment-là, Valentine. C'était un des premiers points qu'on avait soulevé. Mais c'est la même chose avec Alicent. Alicent, finalement, elle dit que c'est trop tard. Donc on voit que Rhaenyra, c'est dans la mesure, Aegon, c'est dans la violence, et Alicent, c'est un peu dans l'acceptation d'eux. C'est bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Alicent, on sent vraiment que non, c'est trop tard, c'est comme ça ne peut plus aller, on peut plus faire machine arrière. Et Rhaenyra, c'est à la fin de cet épisode qu'elle a un regard qui dit, ok, bon bah écoute, on va faire comme ça, même si je pense pas que ce soit une bonne idée, on va faire comme ça. Je pense qu'elle a accepté les choses là maintenant. Elle a pas le choix de toute façon. Est-ce que on a fait le tour? J'ai bien l'impression que oui. Est-ce qu'il y a, allez, 5-10 minutes on en a déjà parlé, ouais, Valentine, de cette séquence-là à la fin, bah, dès le début. Parce que c'était une des séquences les plus intéressantes. Où bah, justement, moi, le petit regard de Rhaenyra, c'était là aussi une forme d'acceptation de d'accord, on va y aller comme ça, puisque visiblement j'ai tout tenté. Et on pensait que cette scène-là, Valentine, c'était le point de non-retour définitif du style maintenant, il y a un point de retour qui a été franchi. Le côté n'enclenchons pas la guerre, on a essayé de le manœuvrer, on a pris des risques, ça ne passe pas. Là maintenant, la guerre sera totale. Que dire de la beuteux de Aemond? Bah écoute, belle bite frérot. Voilà, hein, je sais pas, je me suis pas axé là-dessus. Je dis ça d'un point de vue totalement legit. Je me suis pas particulièrement posé sur ce plan-là en règle générale. Mais non, le seul truc que je retiens, c'est que euh, c'est une série qui n'a plus, a moins de moins en moins de filtres sur la nudité. Alors, ils en avaient déjà pas beaucoup, mais là, c'est vrai que content de voir enfin la série donner du temps et des répliques de Rena. Ah oui, oui, d'accord, je vois, ouais. Oui, bah elle est très importante là. Elle est très importante. Pour toi, c'est crédible le fait que Ray s'infiltre dans Port-Réal aussi facilement. Euh...
Il y a tellement de monde à Port-Réal que stratégiquement, j'imagine qu'en prenant les rues les moins fréquentées, alors on n'allait pas faire un quart d'heure juste sur ça, dans l'épisode je veux dire, hein, pas là dans la review, mais dans l'épisode je me disais qu'ils allaient peut-être pas faire un quart d'heure juste sur cette méthodologie-là. Ça m'a pas choqué plus que ça, non. J'ai pas trouvé ça pas crédible. À partir du moment où on connaît son visage, mais bien masqué, avec les cheveux blonds qui sont pas mis en évidence, dans une tenue un petit peu précaire, pourquoi pas. On a assez parlé de Beat, alors qu'il y a plein d'autres choses intéressantes dans la série. Mais tellement. Il y a aussi cette fameuse femme que Damon voit à Harrenhal. Ouais, ouais, mais Harrenhal est très mystique, hein. Harrenhal a un lien extrêmement mystique que j'aime beaucoup. Ça, pareil, on en a parlé au début de l'épisode. Mais je trouve que le côté très mystique que ça propose, très presque spirituel, ou en tout cas dans le questionnement des personnages, avec ce côté très gothique, le visuel, ça a une âme très intéressante. Celle qui lui dit qu'il mourra ici, cette femme, c'est Alice Rivers. Hâte que vous découvriez la suite avec ce personnage. Pas de spoil, encore une fois, j'ai pas lu les bouquins, alors pas de spoil, hein, mais ça, c'est des choses, à mon avis, dont on pourra reparler très, très, très prochainement dans les prochains épisodes. Mais voilà, pour terminer sur ce petit streaming, eh ben, pour moi, c'est un bon épisode, moins transcendant que les deux premiers, parce que moins de séquences phares, plutôt dans comment dire, plutôt dans un épisode de transition, j'ai envie de dire, mais pas dans le sens péjoratif, plutôt dans le sens échiquier. On met encore plus les pions en place. Et un épisode qui aura peut-être un épisode qui sera peut-être très intéressant finalement et qui aura peut-être eu une importance considérable à l'avenir avec le face-à-face final entre Rhaenyra et Alicent, puisque c'est peut-être là justement que le point de non-retour a été définitivement franchi. Je vais vous envoyer chez le monde de Cebu parce que ce type est beau, voilà, je vous le dis. C'est un très beau spécimen de mâle. Tac. Tac. Le monde de Cebu, qui est en live sur Spirit of the North. Alors, on va garder évidemment le Nord, hein, donc c'est plutôt cool. Pour ceux qui sont intéressés, dans le chat, sachez que mercredi, live, à 13h, on fait la critique. Tiens, ça, Valentine, je sais pas si tu l'as vu, mais peut-être que ça t'intéressera. À 13h, on fait la critique du film Le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet, qui apparemment est un chef-d'œuvre. Et on fera ensuite la critique de Vice Versa 2. Donc ça, ce sera mercredi à 13h30. 13h prise d'antenne, 13h30 on fait ça, jusqu'à 14h30 je pense. Et jeudi, critique de The Boys, épisode déjà 6. Le temps passe à une vitesse, tu en as fait une chanson je crois. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à la prochaine. Le live sera en rediff dès demain sur YouTube. Des bisous.